En ouverture de cette soirée, je voudrais évoquer le poète et philosophe Michel Deguy, qui nous a quittés le 16 février dernier. Et c'est Michel Deguy qui a été à l'origine des soirées coïncidences, le jour où il a imaginé une rencontre, en quelque sorte une première coïncidence, entre François Vitrani et Maurice Hollander. Samedi prochain, le 19 mars, à 16h, il y aura à la Maison de la Poésie des lectures de l'œuvre de Michel Deguy par Martin Rueff, par Jacques Roubaud, Jean-Pierre Ferrini, Florence Delay, François Vitrani et tant d'autres amis de la revue Poésie. Comme l'écrit Martin Rueff, nous ferons entendre des poèmes et des proses de Michel Deguy, non pas des mots sur le poète, mais ses mots à lui. Les soirées coïncidences portent décidément bien leur nom. Préparant la rencontre de ce soir, j'ai été frappée par les échos entre les travaux d'Annette Viviorca, Philippe Sands et Amos Reichmann, que je remercie de leur présence. Je remercie également Maurice Hollander et François Vitrani, qui sont les maîtres d'œuvre de ces rencontres, toujours si riches, qui ne sont pas seulement l'occasion de parler d'un livre, ici le beau et très puissant Jacques Chiffrine, un éditeur en exil, tout récemment paru dans la collection La librairie du XXIe siècle de Maurice Hollander, mais c'est l'occasion de déployer des tropismes communs, de faire entrer des livres et des univers en résonance et en coïncidence. Ce soir à cette table, et bientôt sur le site Diacritique, qui est partenaire de cette soirée et qui diffusera l'enregistrement vidéo de cette rencontre, 3 historiens, 3 auteurs qui exhument des archives, qui mettent en récit nos mémoires et les blancs de nos mémoires, qui refusent l'oubli. Je vais céder la parole évidemment à Annette Viviorca et Philippe Sands, et je serai modestement aussi la voix de Maurice Hollander, qui ne peut être présent ce soir, mais qui nous a envoyé un texte à propos du livre d'Amos Reichmann. Ce livre, comme l'écrit Robert Paxton en préface, n'est pas seulement la biographie d'un éditeur de génie, qui est le fondateur, bien sûr, de la bibliothèque de la Pléiade en 1931 à Paris, qui participa à New York à la création de Pantheon Books dans les années 40, mais c'est celle d'un homme, et je cite Robert Paxton, qui connut 2 fois l'exil et dont la vie est un parfait reflet du XXe siècle. La vie de Jacques Chiffrine, la trop brève vie de Jacques Chiffrine, est, écrit encore Robert Paxton, un chemin pavé de réussite et de souffrance à travers les bouleversements du XXe siècle. Ce que reconstitue Amos Reichmann, ce qu'il met en récit, c'est une existence qui a cru trouver un havre de paix et de tolérance à Paris dans les années 20 et qui a été une seconde fois contraint à l'exil au début de la guerre, alors que l'antisémitisme ravage Paris, le monde de l'édition et l'ensemble de l'Europe. Et c'est un homme qui a eu la force de se réinventer à New York. L'exil à soi, à sa langue, à ses valeurs, est peut-être le grand sujet de ce livre, placé sous l'exergue les récits d'Ellis Island de Georges Perec, de ces lieux qui nous sont une mémoire potentielle, une autobiographie probable, je cite Perec donc, quand il a fallu tout quitter, parce que ces lieux ont été balayés par la folie de l'histoire. Ce livre est d'une très grande puissance, je le disais tout à l'heure. Il démonte une mécanique, il démonte le piège de la haine et des intérêts les plus bas, et face à cela, la force d'un homme, Jacques Chiffrine, qui jusqu'au bout lutta pour construire d'autres présents. Pour clore cette trop rapide présentation, je voudrais lire quelques phrases d'Amos Reichmann qui montrent aussi combien ce livre nous parle d'aujourd'hui. De 1892 à 1950, Jacques Chiffrine a traversé une histoire héroïque et tragique entre la Révolution et la guerre, l'État qui broie et l'ami qui sauve, l'Empire russe d'Alexandre III et les États-Unis de Harry Truman. 70 ans après sa disparition, alors que le temps semble de nouveau sortir de ses gonds, sa vie rappelle ce que signifie l'irruption de l'histoire, la tragédie faite par les hommes, leurs engagements et leurs lois, qui, du jour au lendemain,
force certains à tout abandonner, partir ailleurs pour survivre, s'ils le peuvent. Parfois à fond de cale, quand l'arbitraire de la naissance peut emporter la vie. C'est l'histoire qui tue. Je vais laisser la parole à Annette Viever. Oh là là, mais je suis absolument désolée, Annette. Je me suis demandé. Comme ça s'écrit, Vieviorka. Vieviorka, je sais, et je ne sais pas pourquoi je bute ce soir. Donc, vous êtes historienne, vous êtes spécialiste de la Shoah, spécialiste de l'histoire des Juifs au XXe siècle, des liens entre mémoire et oubli dans la déportation et le génocide. Et votre premier travail d'ampleur, qui est une thèse devenue livre chez Plomb en 1992, portait sur ce sujet, un livre qui a été régulièrement réédité chez Hachette dans la collection plurielle. Il est évidemment impossible de citer tous vos travaux, tous vos livres, tous vos articles, vos documentaires. Je voudrais seulement en mentionner quelques-uns pour les faire entrer en coïncidence avec le livre de ce soir. Parmi les documentaires, 14 récits d'Auschwitz ou le procès d'Adolf Eichmann. Parmi les livres, le dernier en date, Mes années chinoises. Absolument. C'est bien le dernier en date. Chez Stock, en 2021, mais encore, ils étaient juifs, résistants communistes, aux éditions Perrin, en 2018. Et je voudrais citer 2 livres plus anciens. Et comme chacun le sait ici, absolument fondamentaux, et qui entrent tout particulièrement en écho avec nos réflexions de ce soir. Le premier, c'est L'ère du témoin, paru chez Hachette en 2002, un livre dans lequel vous explicitez 3 phases dans l'histoire du témoignage et la nécessité aujourd'hui d'une histoire lucide qui articule en conscience témoignage et œuvre historique. Et le second livre qui peut nous servir de boussole, c'est L'heure d'exactitude, Histoire, mémoire, témoignage, chez Albin Michel en 2011, qui est un retour sur votre itinéraire intellectuel et vos engagements, votre méthode historienne, votre histoire, dans tous les sens de ce terme, à partir d'entretiens avec Séverine Nickel. Et L'heure d'exactitude, bien sûr, c'est une référence à Marc Bloch. C'est l'heure où s'impose, je vous cite, un langage capable de dessiner avec précision les contours des faits, sans flottement ni équivoque. Cette heure d'exactitude est fondamentale pour nous, comme vos réflexions sur la manière dont récit et témoignage rendent toute cette histoire réelle. Et je crois que c'est en partie ce qu'a fait Amos Reichmann aussi. Vous évoquez votre histoire familiale et vous écrivez que la génération de nos parents et de nos grands-parents a vécu une double rupture, celle de l'immigration et celle du génocide. Cette double rupture a induit le sentiment d'être bodenlos, donc sans sol. Nul retour n'était possible. Et il me semble que toutes ces phrases entrent en écho avec l'éditeur en exil que fut Jacques Chiffrine, tel qu'Amos Reichmann nous le rend présent. Je vous laisse la parole. Merci. Avant de commencer à parler du livre d'Amos Reichmann, parce que c'est quand même pour ça que nous sommes là, je voudrais juste reprendre Bodenlos. Bodenlos, c'est le titre d'un ouvrage de mon grand-père, Wolf Vieviorka, paru en 36 ou 37 en yiddish, qui sont en fait un recueil de nouvelles sur justement ces gens bodenlos qui ont perdu leur sol. Donc je pourrais dire que mon grand-père était un écrivain de l'exil. Et puis j'ai envie quand même de saluer l'Allemand sacré, puisque c'est elle qui a voulu l'heure d'exactitude, donc c'est grâce à elle que ce livre a été fait, avec Séverine Nickel, qui à l'époque ne travaillait pas encore au Seuil, et je dirais quand même, sans être indiscrète, qu'elle est aussi l'éditeur de Philippe. Voilà. Et puis pour être équitable, puisque j'ai aussi publié Diana Lévy, qui elle a été l'éditeur d'André Chiffrine, de ses allers-retours, qui est un livre qui est très largement cité par Amos. Donc effectivement, ce livre pose cette question de ce qui se passe quand une vie est percutée par l'histoire. Alors maintenant c'est devenu un tel stéréotype
mais j'ai quand même cité Pérec, l'histoire avec sa grande hache. Et quand la vie a été percutée, comme vous faites le rapport, mais moi je ne l'avais pas fait, comme a été celle des miens, et une vie particulière, qui est une vie d'éditeur, de littérature, donc une vie dont le travail s'ancre dans la langue, qui a une première langue, qui est le russe, et une deuxième, le français, puis une troisième. Donc c'est un éditeur effectivement en exil, et on aurait pu mettre un S à exil. Alors j'ai eu une critique qui vous le reprochait, moi je ne vous le reproche pas. Je crois que c'est Nicolas Veil dans Le Monde, d'être passé très vite sur les années russes. Bon, peut-être qu'effectivement ça serait intéressant. Bakou qui n'est pas en Ukraine, et de ces années russes, et vous le dites dans votre livre, il y a une marque indélébile qui est celle de la littérature et de la langue. Au commencement était la Russie. Or l'exil de Jacques Chiffrine, de Yakov Chiffrine, c'est aussi un exil avec une spoliation et un exil avec un monde qui bascule en quelque sorte derrière lui. C'est donc la révolution bolchevique qui fait qu'il se promène dans divers pays d'Europe, Suisse, Italie, pour finalement se fixer en France, où il devient éditeur, où il fonde la Pléiade. Alors pour quelqu'un qui a été dans les écoles et pratiqué le Lagarde et Michard comme les plus anciens d'entre nous, la Pléiade, ce sont les poètes autour les poètes de la Renaissance. Mais chez Chiffrine, c'est un autre cercle de poètes russes qui avait déjà emprunté son nom. Donc quand il crée la Pléiade, il se réfère finalement à des écrivains russes. Et son premier livre, qui est fondateur, c'est un livre de Pouchkine, La Dame de Pique, qu'il traduit, mais son français n'est pas suffisant pour que lui-même traduise, et il le traduit avec Gide. Donc 1923, il fonde sa maison, sa maison d'édition, la Pléiade. Il publie les classiques russes, et c'est cette amitié fondatrice avec Gide, j'ai envie de dire fondatrice et salvatrice, puisque c'est grâce à André Gide qu'il aura finalement la vie sauve. Et c'est donc des classiques russes qu'il publie, qu'il traduit, et cette empreinte russe, on la voit aussi dans les fréquentations qu'il a quand il est à New York. À New York, il ne fréquente pas les intellectuels français qui sont quand même très très nombreux à New York, et des intellectuels de très haute volée. Mais sa sociabilité, ce sont les exilés allemands, comme s'il n'était pas vraiment un exilé de France. Et puis, ce sont donc les exilés allemands, je vais en citer deux, Kurt Wolf, bien évidemment, Hannah Arendt, et puis il fréquente les Russes de New York, dont ce personnage si important pour l'histoire du communisme, qui est Boris Souvarine. Donc c'est ceux qu'il fréquente. Donc en France, il veut être français, il est naturalisé, il fait son service militaire, et c'est là qu'il commence à avoir des problèmes pulmonaires. Alors en tant que grosse fumeuse mal repentie, quand je lis un livre où il est question de tabagisme, cet aspect-là m'intéresse énormément. Et je pense que dans ces soucis de santé et ces soucis pulmonaires, il n'y a pas simplement l'exil, il y a peut-être le tabac, et peut-être qu'il faudrait faire une étude sur tabac et exil, par exemple. C'est-à-dire pourquoi a-t-il eu besoin de fumer autant, et il raconte dans les extraits de correspondance que vous voulez, comment plus il est angoissé, plus il se sent mal, plus il fume. C'est une vraie question. Et
Et c'est donc dans cette maison d'édition qu'il va créer la fameuse bibliothèque de la Pléiade, qu'il invente, et qui est une édition populaire. Il dit que la totalité de l'œuvre de Proust en Pléiade coûte moins cher que si on l'achète. Voilà. Et aujourd'hui, ces volumes ont un côté si élégant qu'ils paraissent chers, mais on pourrait faire la même remarque. C'est-à-dire que si vous additionnez le coût de tous les livres qui sont dans un volume de la Pléiade, vous arrivez à un coût qui est 2 ou 3 fois moindre que si vous achetez les volumes séparés, y compris avec la révolution de l'édition que n'a pas connue Jacques Chiffrine, qui est celle du livre de poche. Alors, il est naturalisé, il fait son service militaire, il est mobilisé aussi comme Français, et c'est l'invasion de la France, la défaite, la débâcle, et surtout, Montoire, octobre 40, c'est-à-dire le début de la collaboration. Chiffrine dit à son ami Kurt Wolff, que vous citez dans votre ouvrage, « Je suis mort il y a 10 ans ». Et les 10 ans, c'est effectivement l'occupation allemande de la France, la réquisition de son appartement par l'occupant, et puis la fameuse lettre de Gaston Gallimard que vous reproduisez, et qui, avec une lettre administrative, c'est ce que dit Assouline, c'est une lettre administrative, il réorganise sa maison et il obéit quand même à l'ère du temps, qui est qu'on vire les Juifs de la maison. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il pouvait faire autrement? Il est possible qu'il n'ait pas pu faire autrement. Mais, parce que il est dans il fait ce que l'historien Philippe Durin appelle l'accommodement ou l'accommodation. Il s'accommode de la situation. Mais, je pense à un autre éditeur qui éditait un écrivain russe, et qui était juive aussi, qui est Irène Nemirovsky. Elle n'est pas éditrice, elle est auteure. Et dans sa biographie qu'a écrite Suzanne Suleiman, elle met en lumière l'attitude de Robert Esmenard. Il ne la publie pas, il ne peut pas la publier, mais il trouve des voies tout à fait détournées pour lui venir en aide, lui payer des droits d'auteur. Je ne rentre pas dans l'histoire de la comptabilité de la Pléiade à laquelle je ne comprends rien. Donc je ne sais pas si les comptes ont été bons ou pas. Et à la fin de la guerre, alors que Irène Nemirovsky et son mari ont été déportés, laissant 2 petites filles, c'est Robert Esmenard qui s'engage à payer les études des 2 petites filles, dont une est devenue d'ailleurs éditrice, Elisabeth Gilles, de payer les études des deux petites filles jusqu'à leur baccalauréat. À l'époque, c'était quelque chose, baccalauréat. Donc, toutes les maisons d'édition se sont accommodées et ont épuré leurs juifs. Mais il y a eu des signes d'élégance. Et c'est le cas de Robert Esmenard. Alors l'autre chose qui m'étonne, c'est, et que vous expliquez très bien, c'est, et puis on peut parler aussi d'Irène Nemirovsky, hein, c'est la compréhension par Chiffrine qu'a pas eu Irène Nemirovsky, qui était, elle n'était pas française, hein, Irène Nemirovsky, donc sa situation était pire que celle de Chiffrine. Comment a-t-il compris qu'il fallait partir? Car la persécution qui s'abat sur les Juifs, qui les met au banc de la société, les prive de leurs revenus, les prive, enfin en fait des citoyens de seconde zone,
elle n'est pas, au moment où Jacques Chiffrine quitte Paris pour le Midi, elle ne les menace pas dans leur vie, et elle ne menace pas les Juifs naturalisés français d'internement. Donc il y a là une prescience qu'il faut partir, que tout le monde n'a pas eu. Et peut-être que cette prescience lui vient de ce premier exil. Alors il faut partir, mais pour partir, donc il part d'abord dans le Midi, vous l'expliquez, et ensuite c'est très difficile de quitter la France parce qu'il y a un empilement, il faut un visa de sortie, il faut un visa d'entrée quelque part, et il faut un billet de bateau, de paquebot. Et tous ces éléments sont à temps. Donc quand on a le premier, si on n'arrive pas à avoir le deuxième et le troisième assez vite, le premier se périme. Et là, j'ai quand même envie de parler de ce roman d'Anna Segers qui s'appelle Transit, qui est à mon avis ce chef-d'œuvre, qui raconte justement cette vie à Marseille de ces exilés courant dans tous les sens pour avoir les papiers qui s'annulent au fur et à mesure. René Alliot en a fait un film, et un très grand réalisateur, de mon sens, qui s'appelle Petzold, allemand, a fait aussi un transit, enfin, a repris le livre en le mettant dans l'actualité d'aujourd'hui. Et puis, je pense aussi, puisqu'on parle d'exil, au chef-d'œuvre d'Axel Corti, qui s'appelle Welcome in Vienna, qui est une trilogie, avec le premier volet Dieu ne croit plus en nous, qui décrit la vie des exilés allemands et leurs difficultés en France, et les difficultés de leur immigration, et Santa Fe, qui décrit leur existence si difficile à New York. Et il me semble, mais on ne trouve pas le DVD, hein, j'essaie de racheter les DVD pour le revoir, il me semble qu'il y a une scène dans Santa Fe que vous décrivez, qui est celle de l'homme qui saute du paquebot en arrivant à New York. Mais je n'ai pas pu la vérifier. Alors l'amitié, parce que les amitiés, elles sont vraiment indéfectibles. Et c'est une des beautés de votre livre, d'avoir rendu ces amitiés aussi présentes. Gide, qui l'aide pécuniairement, et qui le met en contact avec Marion Frey, qui est l'homme qui a fait partir les Français ou les Allemands d'ailleurs, généralement des intellectuels, des artistes, et qui pour une partie d'entre eux étaient parqués au camp d'Émile ou à l'hôtel Bompard à Marseille, et qui les fait partir. Et Martin Dugard. Et pourtant, malgré l'amitié, malgré leur intelligence, ni l'un ni l'autre ne croient que Chiffrine est en danger quand il est en France. Et ne comprendront pas non plus son désir de revenir en France, alors que la situation n'est pas si bonne que ça. La situation en France va être très dure et très difficile à tout point de vue jusqu'au début des Trente Glorieuses. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans votre livre, c'est finalement, on voit quand même que le paysage intellectuel sort de la guerre complètement modifié. Gide et Martin Dugard, qui ont été les grandes figures littéraires, les deux prix Nobel, sont en quelque sorte remplacés par deux jeunes gens qui seront tous les deux prix Nobel, même si l'un l'a refusé, Jean-Paul Sartre, dont vous racontez d'ailleurs la visite à New York et la rencontre avec Jacques Chiffrine et Camus. Et puis, j'ai envie de rajouter la grande figure du monde intellectuel de gauche de l'époque, qui a été Louis-Martin Chauffier, qui est totalement oublié aujourd'hui. Et puis, je pense que la géographie et les langues des auteurs de la bibliothèque de la Pléiade, la vraie, hein, celle créée en Port-Béin, et qui reste le canon littéraire, change.
aussi après la guerre. Alors j'ai regardé le catalogue rapidement, hein, et il me semble avoir remarqué qu'il n'y a plus qu'un seul auteur de langue russe qui rentre dans la Pléiade, qui est Bulgakov, en 97, qu'il y a bien évidemment des Français, on va citer Céline et Trieux-La Rochelle, et puis de son vivant, comme Gide, qui a été le premier auteur vivant, il reste très peu, il y en a une dizaine seulement, hein, vivant, Jean d'Ormesson. Et Jean d'Ormesson dit, académicien, donc immortel, il dit, la Pléiade, c'est le paradis, que c'est vraiment la Pléiade qui assure qui sacre pour la vie un auteur. Et ce qu'on voit, c'est que, à l'exception de quelques étrangers, j'ai envie de citer Kafka, parce que Kurt Wolff a été le premier éditeur de Kafka, et ça a été celui qui a créé, on dit Panthéon, avec Chiffrine. Alors on a qui on a Borges, Faulkner, Fitzgerald, Hemingway, Joyce. Et je pense que Chiffrine, c'est aussi le témoin de cette grande culture européenne qui inclut les grands écrivains russes, Pouchkine, Tolstoï, Dostoïevski, et qu'à partir des années 50, c'est cette culture-là aussi qui amorce, disons, une sorte de marginalité. Voilà en gros ce que je peux dire. Merci infiniment. On va suivre le principe des soirées coïncidences. Je vais passer la parole à Philippe Sand et Amos répondra à toutes ces interventions très très riches. Mais donc je vais vous présenter en 2 mots qui sont bien trop courts. Mais, donc Philippe Sand, vous êtes avocat, vous êtes professeur de droit international à Londres. Vous avez publié des dizaines de livres. Donc là encore, je vais, pour vous présenter de manière très partielle, m'arrêter sur 2 d'entre eux. Évidemment, Retour à Lemberg, paru chez Albin Michel en 2017, qui est un livre qui nous conduit de Lemberg. Donc, je vais encore avoir un problème de prononciation, c'est terrifiant. Lviv, là on commence. Lviv, voilà. En Ukraine aujourd'hui, qui est le berceau de votre famille. Donc on part de Lemberg pour arriver à Nuremberg, en croisant donc histoire collective et histoire personnelle. Et vous écrivez dans la préface à l'édition française du livre, c'est ici un livre sur l'identité et le silence, mais c'est aussi une sorte de roman policier à double entrée, la découverte des secrets de ma propre famille, d'une part, et d'autre part, l'enquête sur l'origine personnelle de 2 crimes internationaux qui m'occupent dans ma vie professionnelle au quotidien, le génocide et le crime contre l'humanité. Et ces questions de l'enquête, depuis des archives et des documents, de trajectoires individuelles que modifie l'histoire, souvent dramatiquement, celles de silence qu'il faut refuser ou dont il faut mettre à jour ce qu'il masque, tout cela entre en écho avec les questions qui sont posées par le livre d'Amos Reichmann. Et puis, ça entre aussi en écho avec notre présent bouleversé, notre présent incertain, puisque dans une note liminaire au lecteur, vous explicitez les différents noms de cette ville de Lemberg. Je ne vais pas m'y risquer, je vais vous laisser les prononcer ensuite. Et vous expliquez surtout à quel point l'histoire de ces noms est une histoire politique. Et vous dites que vous avez fait le choix de Lemberg, qui est la ville où votre grand-père a passé son enfance, mais on pourrait s'offenser de ce choix au moment même où les frontières de l'Ukraine sont contestées par la Russie, et vous écrivez ça en 2017. On peut lire cette phrase évidemment sans penser à la guerre en cours, mais vous en parlerez peut-être lors de la conversation qui ne manquera pas de s'engager entre vous 3 dans la seconde partie de cette soirée. Et le second livre sur lequel je voudrais m'arrêter un instant, c'est La Filière, donc paru chez Albin Michel en 2020, qui vient de sortir en poche, je crois, qui est la plongée dans une famille, la famille d'Otto Wächter, qui a été gouverneur pendant la guerre, d'abord à Cracovie, puis à Lemberg, toujours, et qui a été surtout responsable de l'extermination de 400 000 juifs.
Et vous avez travaillé depuis les archives de cette famille, et cette question de la famille est fondamentale, puisque vous montrez la complexité du portrait que l'on peut faire de cet homme, qui est à la fois un monstre et un mari et un père. Vous penchez aussi sur la personnalité de sa femme, très impliquée dans les activités de son mari, et sur le déni du fils quand vous lui présentez archives et preuves. Et interviewé sur France Culture en novembre 2020, dans l'émission Esprit de justice d'Antoine Garapon, vous avez cette phrase que je trouve très éclairante et que je voudrais citer comme préalable à votre prise de parole ce soir. Mes fonctions d'avocat et d'écrivain, lui avez-vous dit, sont absolument liées. Ce que j'ai appris dans les tribunaux, je l'ai appliqué dans mes écrits. C'est une façon de parler sans émotion, de laisser les faits parler d'eux-mêmes. Je n'impose pas aux juges mes propres conclusions, c'est la même chose avec quelqu'un qui lit. Je présente une histoire et les lecteurs et lectrices sont assez intelligents pour arriver à leurs propres conclusions. Et je pense que c'est aussi une phrase qui rentre en écho avec ce que vous avez fait à Mons Reichswald. Je vous laisse la parole, Philippe. Grand merci pour cette introduction très, très généreuse. Alors moi, je suis très content de vous écouter, aussi Annette, qui est pour moi une grande historienne, une période qui m'est très chère, et je vais revenir dans un moment sur le livre de Amos, mais je vais parler d'une perspective un peu différente, je vais parler d'une perspective assez personnelle. Alors, Jacques Schifrin, ce n'était pas un nom que je connaissais. En mars 89, je rencontre une jeune femme à New York, Natalia Schifrin, qui va devenir mon épouse. Après 2 mois, elle dit je vais vous inviter chez les parents. C'est le moment de rencontrer les parents. Et je prends le métro et je monte sur l'Upper West Side, un appartement que certains parmi vous connaissent très bien, sur West 94th Street. Et je rentre dans le bâtiment, je prends l'ascenseur, je monte tout à fait en haut, au penthouse. Pour un anglais, penthouse, c'est vraiment quelque chose de rempli. C'est pas du tout le style. Je sonne à la porte s'ouvre, je rentre. Et je rentre dans une salle, tu connais bien, étonnante. Une salle remplie de livres. Mais des milliers et des milliers, pas n'importe quoi. On commence, on voit collection complète de la Pléiade. Et plein de choses publiées des années 20 aux années 30. Et je pose la question à Natalia, qui me présente à ses parents, André et Léna, André Schifrin, le grand éditeur aussi. C'est quoi tout ça? Et il dit, mon grand-père était éditeur. C'est tout. Voilà, c'est tout. L'histoire de la famille, on n'en a pas du tout parlé. Et c'est seulement plus tard que j'ai commencé à découvrir que le père de André, le grand-père de mon amour, de ma femme, c'est vraiment quelqu'un de remarquable. Et entre ce temps, 89, et la publication de ce livre, quand même 30 ans passés. Et je dois constater, et là je suis aussi dans la présence de la sœur, de ma belle-sœur, que j'ai pas appris beaucoup de choses sur Jacques Schifrin. On ne parlait pas trop de la période, de ce qui s'est passé avant la guerre, de l'arrivée de Jacques Schifrin aux États-Unis pendant la guerre, et ce qui était passé à Jacques Schifrin. Et je pense qu'une raison pour ça, c'était au même moment que je rentre dans la famille Schifrin, André est en train de se faire virer par la maison Panthéon. Faire virer par une nouvelle famille qui trouve que Panthéon ne fait pas assez d'argent. André Schifrin, qui s'est consacré pendant toute sa vie à faire un peu ce que son père a fait, mais dans un sens différent, c'est d'apporter aux lecteurs américains les grands écrivains européens, y compris français. Ça, c'est ce que Panthéon faisait et fait toujours.
Alors, ce que je reconnais maintenant, 30 ans plus tard, c'était qu'il y avait une tristesse de ce qui se passait à ce moment. C'était bien sûr d'une façon complètement différente. 89, 90, 40, c'était pas la même chose. Mais il y avait des points, maintenant je le vois, de connexion. On crée quelque chose, Pléiade, Jacques, Panthéon, Jacques, André, et à un certain moment, quelqu'un arrive et dit non, c'est fini, on ne touche pas sur ça, on prend, fini pour vous. Et ça, c'est seulement en lisant ce livre, je pense, que j'ai eu ce sorte de, je connais le mot en anglais, je ne sais pas comment c'est en français, épiphanie, de vraiment avoir une sorte de compréhension. Parce que pour moi, la voie la plus intéressante pour comprendre cet homme, Jacques Chiffrine, bien sûr, c'est une voie très personnelle, c'était le grand-père de ma femme. C'était le père du père de ma femme. Pour connaître ma femme, je veux connaître son père, sa mère, ses grands-parents. Alors pour moi j'ai lu ce livre avec un œil complètement différent. Je fais partie de la famille. Et pour moi, ce livre, c'est une entrée, une histoire que je connaissais vraiment à peine. Il y avait certaines lignes dont on parlait un peu. Avec moi, peut-être, je parlais hier, il y avait un autre événement hier soir, j'ai rencontré une ou deux personnes qui m'ont dit non, avec moi, André parlait vraiment de cette période. Mais avec moi, il ne parlait pas beaucoup de cette période. C'était très discret, il avait une vraie discrétion là-dessus. Et je comprends maintenant, c'est les paroles de Anya, sa fille, hier, qui m'ont vraiment renforcé ce sentiment. C'était parce que je pense que pour André, il y avait une tristesse énorme de ce qui s'était passé à son père. C'était le seul enfant de Simone et Jacques. Et donc, pour les parents, ce petit garçon qui est venu à l'âge de 6 ans, qui était français, qui est né ici, en France, et qui adorait la France, qui adorait venir ici, marcher les rues, aller aux librairies. Il a vraiment passé une grande partie des derniers 10 ans de sa vie ici, en France, et je dois dire remarquablement, moi qui écris aussi quelques livres, vous avez été très gentil dans votre introduction, maintenant je suis plus étonné, mais c'est assez remarquable. Je me trouve à un festival littéraire à Lyon, à la Villette ou je ne sais pas où, et on me dit « Ah oui, vous êtes le beau-fils de André Chiffrine ». Et c'est assez remarquable que j'ai compris que ce nom, Chiffrine, en France, dans le monde littéraire, c'est presque ma royauté, en ce qui concerne l'homme qui a créé la Pléiade, et tout ça, moi je me rendais vraiment pas compte. Je suis moitié français, moitié anglais, ma mère est française, mon père est anglais, mais pour moi, j'ai eu la plupart de ma vie en Angleterre, alors la Pléiade, je savais ce que c'était, mais c'est seulement récemment, ayant entré un petit peu dans la vie littéraire francophone, française, que je commence à comprendre l'étendue et l'importance de la Pléiade. Et l'aspect remarquable, il y a ce homme qui arrive à Paris après la révolution russe, un juif azéri, qui crée une collection qui deviendra emblématique pour la France. Ça, c'est déjà, pour moi, assez intéressant que ça se passe comme ça. Alors bon, c'est la première chose que je voulais dire. Impossible pour moi, trop de remercier Amos pour avoir écrit un livre qui m'a vraiment appris qui c'était le grand-père de la personne la plus importante dans ma vie. Et ça, c'est vraiment, je te dois vraiment un très grand remerciement, parce que c'était une façon de mieux comprendre qui est l'arrière-grand-père de mes enfants. Et ça, c'est vraiment, c'est un cadeau, ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, deuxième constatation, j'ai fait référence au fait que moi aussi, j'ai une famille française. Mon grand-père est né à Lemberg, en 1904. Il y a 10 jours, j'ai fait une interview avec un grand correspondant du BBC qui se trouvait à la grande gare de Lviv, un bâtiment
stupéfiant, magnifique, que je connais très bien. En écrit autour de la il dit oui, je suis à la gare de Lviv et il y a 100 000 réfugiés ici qui essaient de quitter pour l'Ouest. Et je dis à Fodorkin, oui, c'est ce qui s'est passé à mon grand-père. En 1914, il était là. Les Russes arrivaient, il était en train de fuir, d'abord pour Vienne, et après en 1939, à Paris. Moi, je l'ai connu. Pour moi, mon grand-père n'était pas Lemberger, il n'était pas viennois, c'était un Parisien. Il habitait rue de Maubeuge, à côté de la gare du Nord. Je ne connaissais rien parce qu'il passait en silence total de ce qui s'est passé avant 1945. Il ne m'a jamais rien dit, une seule fois, sur ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai écrit Retour à Lemberg. Mais par contre, moi j'ai vécu dans un monde de mon enfance où, contre la France, on ne pouvait rien dire. Parce que pour mon grand-père, la France était le pays qui lui a sauvé la vie. Alors, là, ce qui est intéressant pour moi, c'est la tension entre, et on arriverait dans une minute, sur l'affaire Gallimard, où je rencontre une France différente de la France dont on m'a parlé dans ma famille. Et pour moi, c'est vachement intéressant. Les deux parties de notre famille ont des relations complètement différentes sur la question de la France. Une partie de la famille, épouvantable ce qui s'est passé en 1940, l'autre partie de la famille, magnifique ce qui s'est passé en 1940, parce que la France nous a sauvé la vie. Alors, moi j'aime bien cette tension, j'aime les tensions, j'aime les choses qui sont compliquées, comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça. Et ça, pour moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir dès que j'ai connu l'intérêt. C'est quoi vraiment la France? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Pour moi, c'est clair. Les gens ne sont pas noirs et blancs, et les pays ne sont pas noirs et blancs. On est tous complexes, il y a plein de nuances. Les pays aussi, c'est exactement la même chose. Mais une chose qui s'est passée en 2017, et c'est par coïncidence, dans cette salle que j'ai présenté en France pour la première fois le livre Retour à Lemberg, parce que c'était la présentation pour le monde de Albin Michel, d'écrire un peu ce qu'était ce livre. Alors ça, c'était en avril, je pense, 2017, dans cette salle, j'ai fait une présentation, les gens étaient assez intéressés, etc. Et le livre est publié au mois de septembre, au mois de septembre 2017. Et Albin Michel, et son édition pour moi fabuleuse, a fait un travail magnifique pendant l'été. Il y a plein de journalistes qui avaient envie de me parler, de discuter avec moi. C'est quoi ce livre? Pourquoi vous l'avez écrit? Et même avec le premier interview, c'était complètement différent que les interviews avec les Anglais et les Américains, où le livre avait déjà paru en anglais. Qu'est-ce qui était différent? En Angleterre, en parlant des nazis à Lemberg, qui sont arrivés en 1941 et détruit la totalité de la société juive, 1 million ou plus de gens qui ont été assassinés, et plein de Polonais aussi. En Angleterre, les nazis, c'était les autres. C'était, les Anglais, les Américains, on était contre eux. Il n'y avait pas de collaboration en Angleterre et aux États-Unis. Alors d'avoir une discussion en Angleterre ou aux États-Unis avec ce livre, c'est avec un œil complètement différent. Avec les premières interviews, ici en France, tout d'un coup, le livre, avec les interviews, les journalistes ont essayé de le mettre dans une boîte qui s'appelait Shoah. Je dis non, c'est pas du tout un livre sur le Shoah. C'est un livre universel. C'est un livre qui touche sur les tragédies en ex-Yougoslavie, en Rwanda, ou les grandes idées de l'individu de la gauche. Et avec chaque journaliste, des grands journalistes, j'essaie d'expliquer, et en parlant avec des journalistes,
j'ai compris très vite qu'avec un livre comme ça, quand on parle des nazis en Ukraine, en fait, on parle aussi des nazis en France et on parle aussi de la collaboration. Nous sommes impliqués dans cette histoire. Et ça m'a vraiment étonné. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais complètement dans un mindset anglophone, anglo-saxon, pas du tout francophone, pas du tout français. Le même livre, la même histoire, mais deux pays complètement différents. Et ça m'a préparé pour lire ton livre. Alors, quand je lis ton livre, quand j'ai eu la première fois, je pense, il y avait une version. C'est moi, c'était la première personne dans la famille qui l'a lu en français. Parce que tu l'avais écrit en français. André était déjà décédé, et personne d'autre dans la famille Chiffrine parlait. Il y en a ici, en France, mais en Angleterre, aux États-Unis, j'étais le seul qui pouvait lire en français. Alors, j'ai lu ça, je dis c'est intéressant, il y a des choses facilement sur la famille, etc., etc. Et le livre continue à faire et je me trouve absolument fixé sur ce moment d'octobre 40, sur la documentation, sur les échanges des lettres. Et là, bon, j'ai parlé premièrement de la perspective de membre de la famille Chiffrine, deuxième perspective, membre de ma propre famille, troisième perspective, c'est avocat historien. Et là, je lis la documentation avec un œil peut-être un peu différent. Parce que ça, c'est quelque chose que je connais bien. Comment est-ce que ça s'est passé en Pologne, aux Pays-Bas, dans tous les autres pays? Et ça s'est passé de façon très différente dans tous les cas. Mais c'est clair que pour moi, avec tout ce que j'ai lu et travaillé dans l'occupation nazie de la quasi-totalité de l'Europe, moi, quand je lis la lettre de Gaston Gallimard, c'est pas une lettre administrative, comme M. Assouline l'a dit dans un article récent. C'est une lettre qui dit, moi, très clairement, on participe. On les a vécus. Vous demandez de virer ces gens, on les vire. On gagnera peut-être un peu plus d'argent. Et impossible pour moi de lire cette documentation sans aussi prendre conscience de ce qui s'est passé dans certains autres pays. Il y avait des moments comme ça. L'ambassadeur allemand arrive, il dit « vous faites virer les gens », et il y a plein de gens qui ont dit « non, on ne fait pas ». Au Danemark, non, on ne fait pas, on refuse. Et on va continuer à employer ces gens. Alors le contrefactuel, quoi si M. Gallimard aurait dit « non, je refuse, il reste chez nous. Si vous voulez le virer, c'est à vous de le faire, mais non, je protège cet homme qui est venu chez moi, qui m'a vendu la Pléiade et avec qui j'ai un contrat pour travailler. » Alors pour moi, c'est très clair. C'est pas noir et blanc. C'était une décision de participer et de lâcher une personnalité qui est très important. Et c'est dans ce contexte, donc, que je lis les complexités de ces études. Là, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans tout écrit de ce genre, et c'est pas du tout une critique, c'est pas du tout négatif ce que je dis, on a ce qu'on a, on a la documentation qu'on a, mais on ne sait peut-être pas exactement ce qui s'est passé autour de la documentation. Alors j'ai beaucoup imaginé en lisant ces passages. Comment est-ce que le lettre a été transmis? Est-ce que ça a été mis dans la poste? Ou est-ce que M. Gallimard l'a donné à M. Chiffrine? Il a dit, voilà quelque chose que je dois écrire, et voilà la situation entre nous, ce que je pense, ce que je vais faire pour vous. On a un peu sur ça dans le contexte des lettres qui ont suivi. Et ça, je trouve que tu as traité d'une façon vraiment équilibrée, de prendre simplement les faits et de nous
laisser les lecteurs, avec tous nos idéologies et nos aspects culturels différents et tous nos bagages, d'interpréter ce qui s'est passé. Je partage avec vous mes interprétations. Mais une chose qui m'a paru très intéressante, c'est que depuis là, peut-être on peut en parler, on en a parlé hier soir, quand le livre a été publié dans le monde en anglais, il n'y a pas eu de reviews qui ont foncé sur ce qui s'est passé en octobre 40. Mais si par contre, c'est assez étonnant, on trouve qu'il y a quand même, c'est pas la majorité, mais il y a quand même plusieurs articles qui mettent l'accent sur ce moment en 40 et qui, clairement, à mon interprétation, prennent la défense de M. Gallimard. Et en lisant ces articles, ça je l'ai partagé hier, et ça c'est surtout mon perspective d'avocat devant les tribunaux, de comprendre pourquoi les choses se passent, quand on trouve une situation où il y a 2 ou 3 articles qui mettent l'accent sur ce qui s'est passé en octobre 40 et qui défendent les actions de la maison Gallimard, c'est clair que ce n'est pas une coïncidence. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui dit, regardez, il y a ce livre, ça sera peut-être utile, peut-être, si vous pouvez, soyez gentils, écrire un article là-dessus, et peut-être vous dites un peu, de façon un peu, c'est discret, il y a peut-être une autre interprétation. Et là, en lisant tous ces articles, ma perspective, c'est qu'il y a une sorte d'orchestration qui se passe. Et ça, pour moi, c'est intéressant parce que ça nous amène à nos jours. C'est quand même 80 ans plus tard. Il est dit qu'en 2022, il y a des articles qui paraissent, qui défendent le comportement de ce qui s'est passé en 1940. Ça me paraît, je dirais, intéressant. Et il y a quelque chose qui se passe même, et j'aimerais bien t'entendre, Amos, là-dessus. Mais pour finir, le plus grand remerciement de ma part, je ne suis pas la famille chiffrée, mariée avec la famille chiffrée, c'est différent, c'est pas la même chose. Mais je pense que je peux dire, dans la présence de ma belle-sœur, l'appui de ma femme et des chiffrines, que dans la famille chiffrine, la totalité de la famille, vraiment, il y a une grande reconnaissance du travail que tu as fait, d'une façon très discrète, très correcte. Et je reviens pour finir avec les mots de fini. Pour moi, c'est le plus important. Il ne faut pas imposer sur un lecteur ou une lectrice nos conclusions. C'est à vous de lire des documents et de lire à votre opinion. Et les gens raisonnables peuvent avoir des opinions complètement différentes. Ça, c'est la vie. C'est pourquoi la vie est magnifique. Mais ce que tu as fait, moi, c'est vraiment présenter l'histoire. Et c'est à nous, maintenant, chacune, de trouver notre interprétation de ce qui s'est passé et de la vie d'un homme totalement remarquable. Merci. Merci. Merci beaucoup. Amos, je vais vous laisser répondre, mais d'abord, je voudrais lire une dernière intervention qui est celle de Maurice Hollander, dont je suis la voix. Maurice, donc, s'il avait pu être présent ce soir, se serait interrogé. En prolongeant le dernier chapitre de son livre « Race sans histoire », ce chapitre s'intitule « Le silence d'une génération » et il propose d'analyser divers types de silence. Celui de Hans Robert Jauss, jeune Waffen-SS devenu l'auteur de Pour une esthétique de la réception, le silence de Heidegger, le silence de Günter Grass et d'autres encore. Dans ce chapitre, le silence devient une catégorie historique et, je cite Maurice Hollander, page 291, une forme d'archive. Maurice avait l'intention ce soir d'esquisser quelques questions malaisées, liées au verbe comprendre, pardonner, excuser, expliquer, justifier. Abordant de biais le problème
de la responsabilité éditoriale posée par le livre d'Amos Reichmann, il souhaitait reformuler la question qui suit. S'efforcer de comprendre, donc avec des guillemets, comprendre, les choix d'un agissement, serait-ce d'emblée le condamner ou le pardonner? En historien comparatiste et anthropologue, suivant en cela Jean Starobinski, Maurice Hollander adopte la position suivante. Tenter d'expliquer, voire de comprendre un choix, ne fonde en rien la légitimité de ce choix. Contrairement à Joos, dans son entretien publié par Le Monde en 1996 et repris intégralement dans Race sans histoire, quand Joos affirme que comprendre implique un assentiment et que finalement comprendre c'est déjà pardonner, Maurice Hollander propose de distinguer deux catégories. Pour lui, comme pour Starobinski, le verbe comprendre n'implique ni l'action de pardonner, ni celle de condamner. Les disciplines historiques, poursuit-il, sont critiques et philologiques. Elles ne se pratiquent pas dans les prétoires. L'histoire n'a pas vocation à s'exercer dans un tribunal. Et Maurice ajoute, tenter d'expliquer une conduite ne la justifie pas. Dans le contexte éditorial qui est le nôtre ce soir, saisir en la contextualisant historiquement la cause d'une action ne la disculpe en rien. Expliquer, déceler les causes historiques, psychologiques, économiques, sociales, n'équivaut ni à disculper, ni à légitimer. On peut, il faut même, poursuivre sans relâche les explorations historiques qui visent à expliciter et à comprendre. Le danger résulte sans doute plus du déni que de la tentative, jamais aboutie, de l'intelligence des faits. Alors, pour l'intelligence des faits, pour répondre et à Annette et à Philippe, je vous laisse la parole. Amos, et puis j'ai noté quelques éléments si vous préférez, mais je préfère vous laisser d'abord répondre. Merci beaucoup et vraiment merci beaucoup pour vos mots, Annette, Philippe, Christine, merci, ça me touche beaucoup et merci également à la Maison d'Amérique d'organiser cette rencontre. C'est assez difficile comme exercice parce que beaucoup a été dit, des choses je pense très, très importantes, intéressantes. Je vais essayer de remonter l'ensemble. Philippe, vous avez dit que finalement au sein de la famille Chiffrine, on ne connaissait pas vraiment cette histoire. Alors, ce travail de recherche s'est développé, s'est construit dans un moment assez particulier qui correspondait au décès d'André Chiffrine, puisque j'étudiais aux États-Unis en 2013-2014. Et c'est à ce moment-là que j'ai entamé cette recherche. Et la famille Chiffrine, avec qui j'avais pris attache, m'a ouvert l'ensemble des archives, mais dans ce contexte très particulier du décès d'André Chiffrine. Et j'ai senti qu'il y avait cette dimension familiale importante. Ce qui est aussi notable, c'est que moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne connaissais pas Jacques Chiffrine. En revanche, je connaissais bien la Pléiade, ce qu'elle était, et il me semble qu'en France, le nom de Jacques Chiffrine n'était pas vraiment connu non plus. Et quand j'ai commencé à mener cette recherche, quand j'ai échangé avec les uns et les autres, tout le monde m'interrogeait, mais qui est ce Jacques Chiffrine, le fondateur de la Pléiade? Donc, vous évoquiez le silence au sein de la famille, en tout cas pas forcément le silence, mais une connaissance, disons, relative. Il est aussi intéressant, je pense, de s'interroger sur le silence ou la méconnaissance au sein de la société française au regard de celui qui a fondé ce qui est quand même un monument culturel. La Pléiade, c'est un lieu de mémoire, ça appartient vraiment à notre culture, à notre présent, et le fait que cette collection si importante ait été fondée par un juif originaire de Bakou qui a dû quitter la France au début de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il était juif, c'était quelque chose qu'on pouvait savoir, l'information était disponible, je n'ai pas révélé cela, mais c'est quand même notable que c'était quelque chose qui n'était pas du tout connu.
pour revenir un peu aux origines et à des questions que vous posiez, vous avez évoqué le fait que peu après la révolution de 1917, Jacques Chiffrine a eu la possibilité de se rendre en Europe occidentale. Et vous évoquiez un peu plus tard le fait que, effectivement, contrairement à beaucoup, il a senti la nécessité de partir et il a pu partir. Alors, je pense que les deux, enfin, on peut voir une forme de lien là-dedans au regard du milieu qui est celui de Jacques Chiffrine, qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui est quand même important. Jacques Chiffrine, donc, qui naît à la fin du 19e siècle à Bakou, vient d'un milieu qu'on pourrait qualifier d'une bourgeoisie industrielle aisée et qui va progresser socialement petit à petit. Son père, au départ, était docker sur la mer Caspienne. Et puis, il va ouvrir son entreprise, il va commencer à faire fortune, la famille va ainsi pouvoir partir à Saint-Pétersbourg, et donc c'est quand même quelqu'un qu'on pourrait qualifier de privilégié. Tout le monde n'a pas la possibilité de partir faire ses études en Europe occidentale comme il va le faire, puisque Jacques Chiffrine va partir de l'Empire russe devenu Union soviétique pour, dans un premier temps, étudier en Suisse le droit, puis il va étudier et travailler à Florence auprès d'un historien de l'art, Bernard Berenson. Et je pense que cela va également jouer un rôle non négligeable dans le fait qu'il va pouvoir partir en 1941. Il y a l'aide d'André Gide, parce que sans André Gide, il ne part pas. Mais il y a, à mon avis, cette importance du milieu qui est le sien. Après, pourquoi lui a senti ce besoin impérieux de partir? Parce que, je pense, tout ce qu'il avait pu créer une fois qu'il est arrivé en France, quand il a fondé cette maison d'édition, la Pléiade, qu'il a vendue à Gallimard en 1933, parce qu'il rencontrait des difficultés financières. Il est devenu citoyen français en 1927, il a eu un enfant, et ce qui se passe le 5 novembre 1940, je vais revenir un peu plus précisément après, c'est que finalement, en fait, il n'a plus rien à faire en France, et peut-être venant d'un autre pays, il sait qu'il est possible de recommencer. Alors ça a un prix exorbitant, c'est extrêmement difficile, mais ce qui se passe en novembre 1940, c'est que ces conditions matérielles d'existence sont brisées. Il est salarié d'une maison d'édition et du jour au lendemain, il n'a plus de travail et il comprend qu'il ne peut plus avoir de travail. Et c'est assez intéressant de voir dans sa correspondance, soit avec André Gide, avec Roger Martin de Gare, avec d'autres personnes, on voit qu'il a effectivement une vraie lucidité et qu'il sent cette irruption de l'histoire petit à petit à devenir, et il voit qu'il y a un vrai risque et que l'étau se resserre, jusqu'à ce qu'il perde son travail et qu'il comprenne qu'il a d'autres possibilités que de partir. Donc effectivement, beaucoup de gens se retrouvent à Marseille, mais parmi tous ceux qui sont à Marseille, bien peu sont ceux qui réussissent à faire cette traversée. Et donc c'est là que de nouveau, l'importance de tout ce qu'il avait pu construire en France dans les années 20, dans les années 30, et ses amitiés extrêmement fortes, va être décisive, parce qu'il y a c'est d'ailleurs très émouvant à voir comme une sorte de contrepoint à la lettre de Gallimard du 5 novembre. C'est une lettre qui est dans les archives de l'université Columbia. Il y a la lettre d'André Gide à Marianne Frey, où André Gide dit voilà, j'ai un ami qui s'appelle Jacques Chiffrine, et vraiment, aidez-le s'il vous plaît à traverser l'océan, il en a besoin. Sachant que Marianne Frey était allé voir André Gide pour lui proposer de l'aider à rejoindre les États-Unis, et André Gide a dit non, qu'il n'en avait pas, lui, besoin, parce qu'il ne se sentait pas directement menacé. Vous posiez la question qui est une question, c'est vrai, assez centrale, troublante, très difficile. Est-ce que Gallimard aurait pu faire autrement? Alors, on peut toujours faire autrement, mais c'est sûr que ça aurait été extrêmement difficile. On peut noter que la majeure partie, voire la quasi-intégralité des éditeurs français ont fait la même chose, et ça correspond voilà, il y a une logique de collaboration, et je partage pleinement ce que vous disiez, Philippe, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on signe un papier disant à un salarié, à la suite d'une demande expresse des nazis, de le virer parce qu'il était juif, quand on signe le papier
virant cette personne, il y a une responsabilité individuelle qui est engagée et une acceptation de participer. Après, de nouveau, c'est quelque chose qui a été partagé par la majeure partie des éditeurs. Néanmoins, il y a des éditeurs qui n'ont pas fait ce choix-là, des éditeurs qui ont été malheureusement aujourd'hui oubliés. Je pense à une maison d'édition, c'est celle des frères Émile Paul, qui avaient été les éditeurs du Grand Mône. Bon, ils ont refusé, ils ont tout simplement refusé. Après, ils sont réapparus à la fin de la guerre. La maison d'édition n'a pas pu perdurer, mais ils ont tout simplement refusé. Ils se sont quelque part sabordés. Il y a également des maisons d'édition clandestines qui ont été créées, les éditions de Minuit, avec Vercors et Pierre de Lescure. Donc, bon, et toujours d'autres possibilités. On se posait la question de ce qui a pu être fait après. Donc, il y a eu des enjeux comptables, disons, qui sont évoqués dans le livre, et je pense par ailleurs que ni Jacques Chiffrine ni les Gallimard ne comprenaient pleinement non plus ce qui était en jeu dans ces affaires de chiffres. Le fait est qu'il y a des versements qui ont été faits par Gallimard à Jacques Chiffrine. Après, la question, c'est quelle était la base sur laquelle étaient faits ces versements. Et là, il y avait clairement une sorte de désaccord avec l'idée que ces versements ne correspondaient pas aux ventes de la Pléiade sur lesquelles Jacques Chiffrine avait des droits. Et ce qui est assez tragique, c'est que la dernière lettre retrouvée de Jacques Chiffrine, qui est adressée au frère de Gaston Gallimard, à Raymond Gallimard, porte sur cela. Il lui dit, 10 jours avant sa mort, vraiment là, ça n'est pas possible, parce que ce que je reçois de vous ne correspond pas à ce que je devrais recevoir. Il faut que vous réagissiez. En 1959, donc 9 ans après la mort de Jacques Chiffrine, il y a eu un versement important des Gallimard vers la famille Chiffrine, donc vers la famille Chiffrine, pour, entre guillemets, solde de tout compte. Alors vous évoquiez, je ne sais plus si c'était vous, Annette, ou vous, Philippe, quelqu'un qui avait payé les études d'un... C'est moi qui évoquais le fondateur des éditions Albin Michel, Esménard, dont le prénom, c'est Robert, non, Robert. Moi, je l'avais toujours dans ma tête, le vieux Esménard, parce qu'après, c'est une dynastie, et il a toujours pris soin de son auteur, juif russe, aussi peu juif d'ailleurs, peut-être encore même moins que Chiffrine, mais quand même juif pour Vichy et pour les nazis, et qui ensuite a pris en charge l'éducation, la charge éducative des deux filles, dont l'une d'entre elles, Elisabeth Gilles, a été une éditrice, et ensuite aussi un écrivain aujourd'hui. Donc il y a eu le comportement d'Esménard qui n'a pas fermé Albin Michel, malgré tout, a essayé aussi de contourner, c'est-à-dire qu'il y a soit on dissout ces maisons, sur des petites maisons, soit on trouve des biais pour venir en aide. Alors très c'était ça l'exemple que je donnais et qui est très détaillé dans la biographie d'Irène Nemirovsky, qui est parue aussi chez Albin Michel, le même éditeur que Philippe, et qui a été écrite par un professeur de littérature comparée à Harvard, qui s'appelle Suzanne Suleiman, et qui est une amie en plus. Mais si j'ai la parole, il y a quand même quelque chose qui me trouble. Vous me permettez de... Voilà. C'est que André Chiffrine était en France, il était en contact avec des éditeurs français. Et il a publié, à ma connaissance, 2 livres en France. Il a publié un livre sur l'édition, il a publié un livre sur la question du métier d'éditeur, enfin, qui venait probablement de la blessure que Philippe a rappelée quand il a été congédié de Panthéon. Et puis aussi, il a publié ce livre qui s'appelle Aller-retour, chez Yana Lévy, où il y a... c'est pas comparable avec votre livre, parce que c'est pas un travail sur l'archive, c'est pas un travail fouillé, mais il y a un certain nombre de choses, notamment l'histoire de la Pléiade. Donc, j'ai envie de dire un français cultivé
connaissait déjà un peu les grandes lignes de cette histoire. Et d'ailleurs, vous citez beaucoup André Chiffrine. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec lui grâce à son éditrice française, Yana Lévy, parce qu'il voulait publier mon best-seller intégral qui est Auschwitz expliqué à ma fille, 30 pages. Mais il voulait que je rajoute un chapitre sur la Yougoslavie. Ce que je n'ai pas voulu pour deux raisons. D'abord, je connaissais mal la Yougoslavie. Et deuxièmement, je me suis dit Auschwitz, ça ne sera jamais périmé. Si je rajoute un texte d'actualité, dès que l'actualité passera à autre chose, ça sera périmé. Donc je n'ai pas voulu. Mais j'avais conversé avec lui, il était en France et il était en contact avec les éditeurs français. Si vous permettez. Et vous citez beaucoup dans votre livre aller-retour d'André Chiffrine. Tout à fait. Donc c'est pas quand même, le silence n'est pas total. Le silence est d'autant moins total qu'en 2005, Gallimard a publié la correspondance entre Gide et Chiffrine, voilà. Et qui lui fait la préface, c'est André Chiffrine. Voilà. Vous avez évoqué voilà, justement la question des amitiés qui sont omniprésentes, et je veux juste souligner voilà, sur la complexité qui est là, dans deux dimensions, disons. Il y a l'amitié avec André Gide. Donc Gide, on peut considérer que quelque part il lui a sauvé la vie, il lui permet de traverser l'Atlantique, il va lui envoyer de l'argent quand Jacques Chiffrine sera coincé à Casablanca. Il n'en reste pas moins que Gide, dans son journal, a écrit, publié des propos antisémites. Il a tenu des propos sur ce qu'il qualifie de littérature juive, qu'il qualifie de littérature avilissante. Et Jacques Chiffrine, dans ses derniers échanges avec André Gide, essaye de lui dire, alors que c'est une vraie amitié de 30 ans, avec une fidélité, comment dire, incontestable, qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant cela avec Roger Martin Dugard est un autre personnage extrêmement important. Ce qui est intéressant dans la correspondance Martin Dugard-Chiffrine, c'est que Martin Dugard ne cessera pendant toute la période de la guerre et même après, de relativiser les difficultés rencontrées par Jacques Chiffrine. Quand Jacques Chiffrine lui dit qu'il est temps de partir parce qu'il a compris ce qui se passait, quand Jacques Chiffrine est à Casablanca et dit il n'y a pas d'autre solution pour moi que de partir aux États-Unis, Roger Martin Dugard tend à lui dire oh c'est pas si grave finalement, ça va passer, et puis bon, au pire tu rentreras en France mais tu auras fait tout ton possible et tu auras prouvé que tu étais capable de choses incroyables. C'est comme s'il y avait ce décalage, et ça devait être très douloureux pour Jacques Chiffrine d'avoir comme ça ses meilleurs amis, ceux sur qui il compte, mais qui ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Ils disaient oh c'est pas si grave. Et une fois que Jacques Chiffrine est à New York, il regrette Paris, il aspire à revenir, pour plusieurs raisons il ne le peut pas, et ses amis lui disent oh, arrête avec ta nostalgie, elle est pathétique ta nostalgie, dira à un moment Roger Martin Dugard, ce qui est assez terrible, parce qu'on peut l'entendre, c'est une coupure radicale dans sa vie, et la France lui manque. Et ses amis seront quand même extrêmement présents lorsque André Chiffrine, en 1949, va se rendre en France. Jacques Chiffrine, lui, ne peut plus rentrer en France, et il envoie son fils André faire ce voyage, et il est reçu dans le sud de la France par André Gide, par Martin Dugard, et il visite Paris avec Martin Chauffier, notamment. Cette difficulté qu'avait Jacques Chiffrine, elle explique une fois qu'il était aux États-Unis, et ce manque extrêmement fort, mais aussi cette impossibilité de revenir, elle explique pour partie ce que vous disiez, à savoir cette mise à l'écart, ce décalage par rapport à l'exil français. Il n'a pas le même rapport, si vous voulez, à la France que André Breton, Saint-Exupéry. Pour lui, il y a quelque chose qui s'est cassé. Lévi-Strauss, pour prendre un juif. Ouais. Oui, pour lui, quelque chose s'est cassé, et c'est assez fascinant. Donc, j'ai eu accès aux archives familiales, il y a le carnet d'adresses de Jacques Chiffrine. C'est très touchant, on voit à chaque lettre les noms. Il y a très peu de noms français, c'est beaucoup de noms d'Europe de l'Est, d'Allemands, et lui-même reconnaît qu'il connaît très peu de gens parmi l'exil français. Il habite dans un quartier où vivent essentiellement des juifs allemands, dans le Upper West Side. Et il y a ce décalage, et l'endroit où il va mourir d'ailleurs est un hôpital new-yorkais qui est le German Dispensary, qui avait été construit pour les immigrés
allemand. Parce que quelque chose s'était cassé, et également parce qu'il venait de cette Europe de l'Est, et juste pour reboucler avec un point, vous disiez il venait de Bakou qui n'est pas en Ukraine, mais son père, le père de Jacques Chiffrine, Savelli, était lui originaire d'une province ukrainienne qui est celle de Tcherninkov. Pratiquement tous les juifs, parce que c'était la zone dite de résidence où ils étaient obligés d'être. Et bon, il y a tout cet univers de passage qui lui fait passer une culture russe en France au début avec la Pléiade, puisque la première Pléiade sont beaucoup des auteurs russes, et ensuite une culture européenne, mais matinée d'Europe de l'Est, aux États-Unis. Alors, pour terminer brièvement sur à la fois les points que vous évoquiez et puis les remarques de Maurice. Donc, c'est assez intéressant parce que dans ce livre, Grâce sans histoire, et le dernier chapitre, Le silence d'une génération, donc voilà, Maurice Hollander réfléchit à pourquoi les intellectuels allemands qui avaient été, qui avaient participé, qui étaient en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, du temps du nazisme, et donc qui avaient été impliqués dans le nazisme, n'en ont rien dit après. Et il propose à la fin, de façon très forte, comment faire de ce silence une archive, comment faire de ce silence un objet d'histoire. Alors il y a la question, certes, bon, c'était connu, mais je ne trouve pas forcément si diffusé l'idée que voilà, un juif originaire de l'Empire russe, viré et ayant dû quitter la France, avait fondé la Pléiade. Donc il y a ce long silence. Et il y a la question des réactions aujourd'hui. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas prévu, parce que moi, quand j'ai fait ce travail, quand j'ai mené ces recherches, et quand le livre est sorti, on ne fait pas un livre pour des réactions à venir, mais force est de constater qu'il y a des réactions et que ces réactions, elles peuvent être analysées et on peut y réfléchir. Alors, voilà, je vais juste citer quelque chose d'un article qui critiquait le livre, mais d'une façon quand même très étrange, où l'auteur de la critique disait: le plus gênant, c'est l'insistance de l'auteur à faire de Jacques Chiffrine une victime à part, alors qu'il a subi le sort commun aux Juifs, et de faire de Gaston Gallimard l'unique artisan de sa déchéance. Alors, cette question de pourquoi faire de Jacques Chiffrine une victime à part, alors qu'il a subi le sort commun aux Juifs. Et je serais notamment intéressé de vous entendre, Philippe, à ce sujet-là, parce que c'est aussi toute la question de l'individu contre le groupe, sur laquelle, en droit notamment, je crois que vous avez beaucoup travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire de considérer, enfin, finalement, de critiquer la possibilité de prendre en compte un destin individuel dès lors qu'il fait partie d'un groupe? Je pense que vous également. Non, la phrase est invraisemblable. La phrase elle-même est invraisemblable. C'est comme si les Juifs étaient un troupeau. Et voilà, donc c'est une phrase. La phrase est invraisemblable. Et la chute de l'article, si vous permettez, est invraisemblable aussi. Parce que c'est devenu la mode de dire la France. La France était à Vichy, la France était à Piratier, la France était... et personne ne nous dit qu'est-ce que c'est que la France. Alors la chute de l'article, mais de nouveau, la chute de l'article, ce n'est pas Gallimard qui a trahi Jacques Chiffrine, c'est la France. Bon. C'est le même argument qu'a fait les nazis à Nuremberg. C'était pas nous, c'était l'Allemagne. C'est-à-dire, ça pose cette question très forte de la responsabilité, parce que, enfin, bien sûr que ça s'inscrit, c'est la France qui a été occupée par l'Allemagne nazie, et l'Allemagne nazie qui était dirigée par Hitler. Donc, on peut faire l'adduction et dire qu'à la fin, de toute façon, c'est de la faute que d'une personne d'Hitler, voire même des parents d'Hitler, parce qu'ils ont mal éduqué. Enfin, on peut remonter les choses. Mais à la fin, la responsabilité individuelle existe, et il ne s'agit pas, pour reprendre ce que dit Maurice Hollander sur cette question de comprendre, est-ce que comprendre c'est pardonner, est-ce que comprendre c'est accuser, il ne s'agit pas de faire de l'histoire un tribunal finalement, il s'agit d'essayer de dire les faits, d'essayer de voir clairement ce qui est, et ensuite de laisser des choses ouvertes. Et d'ailleurs, je crois, à
à la fin de votre... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, et je n'ai jamais cherché à faire de Gaston Gallimard le grand coupable, vraiment pas. C'est juste que les réactions de ce livre interrogent. Et là, on arrive dans un autre moment. Il y a le livre il existe, et chacun peut voir ce qu'il veut, mais après, il y a ces réactions qui sont quand même problématiques. Sur cette question de la compréhension évoquée par Maurice Solana, il y a les derniers mots de votre livre, Retour à Lemberg, qui sont justement « j'ai compris ». Que vous m'avez beaucoup touché en le lisant. Donc vous êtes dans une sorte de lieu un peu magique, magnifique, et il s'avère que c'est un lieu où il y a un charnier. Mais on ne sait pas du tout ce que vous avez compris. C'est une sorte d'épiphanie, comme vous disiez, mais on ne sait même pas ce que l'auteur a compris. Alors, libre après au lecteur lui-même d'envisager ce que l'auteur aurait pu comprendre, libre au lecteur d'envisager ce que lui-même pourrait comprendre, mais c'est pour dire que voilà, pour moi, il y a quelque chose d'assez fondamental dans ce « j'ai compris » qui, bon, permet, je ne sais pas de quoi comprendre, mais en tout cas qui ouvre le champ, qui pose des questions sur, alors vous disiez la vie est magnifique, ou sur la fragilité de la vie, sur la complexité de la vie, et qui après nous permet dans une vie de faire des choix et d'agir en responsabilité librement. Voilà, un peu en réaction à ce que disait Maurice. Voilà. Et qui entrait aussi avec vos mots que j'ai lus sur le lien entre avocat et écrivain. Et est-ce que vous voulez répondre sur cette question pénale, juridique, posée par Amos? C'est assez... C'est fascinant ça. Quand j'ai lu cet article, c'était dans l'Express ou je ne sais pas où, immédiatement ça m'a frappé parce que ça m'a fait penser immédiatement à un certain moment dans les procès de Nuremberg, 45-46, où il y avait tout ce débat. D'abord, pour la première fois, il y a 2 nouveaux crimes internationaux inscrits dans le statut du tribunal militaire international: crime contre l'humanité, destruction des individus, génocide, destruction des groupes, 2 crimes qui sont inventés, sont issus de la ville de Lviv. Alors il y a, pendant tout le procès, cette tension entre la destruction des individus et la destruction des groupes. Quand on détruit un groupe, on détruit aussi des individus. Quand on détruit des individus, on peut aussi détruire un groupe. Mais ce n'est pas la même chose. La question, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on veut faire en tuant des gens? Est-ce qu'on veut tuer cette personne, ou est-ce qu'on tue cette personne parce que cette personne fait membre d'une groupe? Et cette tension joue aussi dans les défendeurs nazis. Il y a un certain moment où Hans Frank, l'avocat de Adolf Hitler, donne un discours devant le tribunal en avril 1946. Il dit oui, 1000 ans vont passer avant la responsabilité de la peuple allemande pour ce qui s'est passé. Je le reconnais, il dit. Il quitte la salle, il va déjeuner avec ses potes, et tout le monde l'attaque. Comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce que tu peux dire que c'est la responsabilité de la population allemande? Alors, 3 mois plus tard, il reprend son acceptation de responsabilité collective, mais il ne le remplace pas avec une acceptation de la responsabilité individuelle. Aucun des défendeurs à Nuremberg accepte leur responsabilité individuelle, et ils vont non plus pas accepter la responsabilité de la groupe, c'est-à-dire la population totale. Il y a ce livre très connu par Daniel Goldhagen, Hitler's Willing Executioners, en anglais, je ne connais pas le titre. Les bourreaux volontaires. Ouais. Mais je n'accepte pas la thèse. Je n'accepte pas la thèse de Goldhagen. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe. Que ça, c'est un peu trop simpliste. Mais quand j'ai lu cet article dans l'Express, la responsabilité de la France, ce qui s'est passé à André, c'est ridicule. C'est la responsabilité des individus qui ont agi. M. Abels, une partie, qui a ordonné quelque chose, et on se pose la question, moi, si j'aurais été M. Gallimard, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être que j'aurais fait la même chose, je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne sais pas, je ne peux pas me mettre
dans sa situation. Je dois accepter que c'est possible, que j'aurais fait exactement la même chose. Et là, on voit ce qui se passe de nos jours en Russie. Qu'est-ce que nous, on fera en Russie aujourd'hui? Moi, je suis en contact avec ma maison d'édition. C'est vachement complexe. Moi qui demande que M. Poutine soit inculpé pour crime d'agression, pour moi d'écrire à une éditrice à Moscou, c'est vachement dangereux pour cette personne. Parce que tout est lu, tout est vu. Alors on trouve des autres moyens pour communiquer. Mais pour vous donner une idée de la complexité de la chose, je reçois un email d'un grand écrivain russe il y a 10 jours. Je ne vais pas mentionner son nom. Mais un très grand écrivain russe de nos temps. Il me dit, ah voilà, il habite à Berlin, il n'habite pas en Russie. Il me dit, Philippe, est-ce que tu pourrais signer ce document? C'est un appel des écrivains pour que la guerre s'arrête. C'est courageux pour un Russe aujourd'hui de faire ça. Et je dis volontiers, absolument, je suis prêt à accepter. Je suis président de English Pen, de l'association des écrivains. Et j'ajoute un mot, il est à Berlin, je peux l'écrire un peu plus complètement. Et voilà, moi aussi, j'ai fait une déclaration avec Gordon Brown et Robert Badinter et plein de gens que M. Poutine soit inculpé pour crime d'agression. Je lui envoie ça, il me dit merci pour votre envoi, pour votre courrier. Je respecte beaucoup ce que vous avez fait, votre courage, mais je vous demande maintenant de ne pas signer mon document. Parce que si vous signez mon document, c'est pas moi qui vais avoir des difficultés, c'est mes parents et c'est ma famille à Moscou que je suis en liaison avec quelqu'un. Alors, ça met vraiment l'accent. C'est très facile de dire, comme je l'ai dit, ah, monsieur Gaïma n'aurait pas dû faire ça. Mais franchement, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas, je ne peux pas mettre la main sur mon cœur et dire, moi, je ne l'aurais pas fait. J'espère que je ne l'aurais pas fait. Mais peut-être que j'aurais fait exactement la même chose. De se mettre dans ces situations, c'est vraiment complexe. Et je pense que tu as absolument raison de laisser un peu ouvert. Mais à la fin de la chose, moi, j'écoute une personne, toujours. C'est le fils d'Ernst Frank. C'est un homme absolument remarquable, Nicholas Frank. Et j'ai fait plein d'événements avec lui, on est devenu très proches. À un certain moment, quelqu'un dans une conférence qu'on a fait ensemble me pose la question, pourquoi votre père, qui était si intelligent, si cultivé, avait une éducation magnifique, un grand homme de théâtre, un joueur champion d'échecs, qui connaissait les écrivains, qui jouait un piano comme un dieu, un ami de Richard Strauss. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et Nicolas a réfléchi, il a dit manquement de courage civil. Quoi? Manquement de courage civil. Lack of civil courage. On arrive à un certain moment, on a le choix de prendre une voie, de prendre une autre voie, et la plupart des gens vont peut-être pas prendre la voie correcte. Mais ça, c'est pas une responsabilité collective. C'est une responsabilité individuelle pour nous tous. Et on doit être très honnête en se posant la question. Qu'est-ce que nous ferons? Si vous permettez, je vais faire 2 remarques. La première sur la question des amis. Je pensais à la phrase d'Edgar Faure. Ça fait un lien avec mon grand-père, puisqu'il était procureur adjoint pour la France à Nuremberg. Il a dit « Rien de grave n'arrive jamais aux autres ». Et je pense que c'est une phrase qu'on doit méditer, et que c'est plutôt ça, l'attitude de... Et là aussi, il faut se regarder soi-même. Qu'est-ce qu'on fait devant le malheur des autres? On a envie de penser qu'ils exagèrent, et puis de ne pas souffrir de leur souffrance. Et puis je pense quand même qu'il ne faut pas glisser entre une sorte de collaboration intellectuelle, cette question « qu'est-ce que j'aurais fait ?» Moi, je me suis beaucoup posé la question « qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais enseigné dans une classe
au moment du nazisme, et que mes collègues juifs auraient été obligés de quitter et que j'aurais vu disparaître des élèves. Donc là, il y a un problème, j'ai envie de dire, ordinaire de coopération, de collaboration, voilà. Mais je ne voudrais pas qu'on pense quand même qu'on compare Gaston Gallimard à Hans Frank. Donc je ne suis quand même pas dans la même cour. Donc il y a les gens qui... Oui, mais à mon avis, il y a des catégories. C'est-à-dire les gens qui deviennent des grands bourreaux, et puis ces choses un peu ordinaires, où on préserve ses propres intérêts, on a peut-être... Voilà. C'est lié, c'est absolument lié. Pour chaque individu, on arrive à un certain moment et on se pose la question, qu'est-ce que je fais? Bon, pour Hans Frank, c'était un niveau atroce, mais pour plein d'autres, pour des milliers d'autres, c'était différent. Annette, je vais partager quelque chose. Pour moi, c'est une expérience étrange d'avoir la double nationalité. Je suis français, je suis anglais. Je vais vous raconter une histoire qui, je pense, démontre un peu les différences entre les États différents. Les États sont différents, les communautés sont différentes. 1995, Jacques Chirac annonce que la France va reprendre les essais nucléaires dans le Pacifique. Et moi, je suis pris comme avocat britannique pour plaider pour 4 petits pays des îles Pacifiques pour aller à la Cour internationale pour demander, comme l'Ukraine l'a fait et l'a eu aujourd'hui, c'est un grand résultat pour l'Ukraine aujourd'hui, la Cour internationale de justice, vous allez dire plus tard, que la France arrête de faire ça. Et on plaide devant le tribunal, et dans l'esprit anglais, moi je suis avocat, barrister, je porte ma perruque, plaider contre le Royaume-Uni, on le fait tout le temps, sans aucun problème. Ça se passe, moi je le fais presque tous les jours. Et puis je n'avais jamais réfléchi à la question, je suis français. Est-ce que ça m'empêche de plaider contre la France? Je ne vais même pas poser la question. Je plaide contre la France. 3 mois plus tard, je reçois une communication via un ami du juge français disant, pour la France, si on est français, on ne plaide jamais contre les intérêts de la France. Ça ne se fait pas. Et 25 ans plus tard, le Quai d'Orsay n'a jamais oublié que Philippe Sands a plaidé contre les intérêts de la France devant la Cour internationale de justice. Alors bon, je ne dis pas que c'est nul, c'est ridicule ou quoi, c'est simplement différent. C'est une façon de penser différente. C'est une façon d'évoquer les relations entre l'individu et le groupe, l'individu et son État. Est-ce que je suis plus qu'un national de la France, avec mon côté anglo-saxon? Mais dans le côté français, évidemment, la réponse est peut-être pas. Alors, ces questions, je pense, sont très culturelles, ils sont différents dans tous les pays, dans toutes les communautés, et c'est pour ça qu'il faut, je ne dis pas qu'un est mieux, un est pire, c'est simplement, on doit avoir une compréhension de la situation qui se présentait en novembre 1940, quand M. Abetz met devant ce monsieur une lettre à signer, parce que c'est souvent passé comme ça. Est-ce que ça serait passé différemment dans d'autres pays? Peut-être pas, on ne sait pas. Mais je pense qu'il faut s'interroger sur la question. Il faut poser la question. Et il faut poser la question au niveau, pas de ce monsieur qui était français, mais à ce monsieur qui était un individu qui avait le choix. Il avait la liberté de choix. Il pouvait faire une chose, il pouvait faire une autre chose, il a décidé de faire ça. C'est pas une critique de dire qu'il a fait ça, il aurait pu faire autre chose, il n'a pas fait. Pourquoi? Ça, on ne sait pas. Bon, je pense qu'on voit la force et la pertinence des questions qui sont posées à travers le livre d'Amos. Et peut-être on pourrait finir sur ces mots qui sont les derniers mots du livre.
Jacques Chiffrine, éternel fondateur de la Pléiade, ça de toute façon on ne pourra pas lui enlever, et éditeur pour notre temps. Et je pense que la conversation de ce soir et les interventions de chacun ont prouvé à quel point c'est un éditeur pour notre temps, de notre temps, et qui pose des questions à notre temps. Voilà. Je vous invite évidemment à lire le livre d'Amos. Le livre est disponible derrière vous grâce à la librairie Volontaire, que je remercie aussi ce soir. Merci à tous.